Paix et prospérité, citoyens. Bienvenue dans The Barrister Files. En effet, j'ai profité de l'absence de Piment et FMG et j'ai donc investi les lieux. Je vais parler aujourd'hui avec vous d'un sujet qui vous touche particulièrement. J'ai cité le piratage informatique. Pandard comme vous êtes, je sais que la plupart d'entre vous s'adonnent déjà à cette coutume, à cette tradition de voler. Mais il me doit, en ma qualité d'avocat international, d'aiguiller les âmes vertueuses qui n'ont pas encore cédé à la tentation. Alors donc, le piratage informatique consiste à télécharger en toute illégalité le contenu d'une tierce personne, que ce soit une musique, un jeu vidéo, un film, des données informatiques, peu importe. À partir du moment où vous n'avez pas le consentement de la tierce personne en question, vous êtes en toute illégalité. Et à plus forte raison si vous contournez les systèmes de protection. Mes sources m'indiquent qu'un youtubeur célèbre, plus connu sous le pseudonyme de Joueur du Grenier, aurait indiqué que le début du piratage informatique aurait commencé vers le milieu des années 90, avec l'arrivée de la console que vous appelez PlayStation, je crois. Eh bien, laissez-moi vous dire que ce monsieur fait erreur, et d'un autre côté, cela me rassure, cela m'indique qu'il n'a pas cédé à la tentation. En effet, le piratage informatique a commencé il y a fort longtemps, plus précisément vers le milieu des années 80, avec l'arrivée des micro-ordinateurs qui fonctionnaient sous cassette audio, comme le plus célèbre d'entre eux, l'Amstrad CPC 464, dont voici un exemplaire de jeu vidéo. Les jeux vidéo étaient enregistrés sur ce support, des cassettes audio. Lorsque vous introduisez la cassette audio dans votre ordinateur, ce dernier convertissait les données audio en données numériques. C'était à la fois simple et complexe pour l'époque, il faut le reconnaître. Alors comment faisait le vil coquin pour pirater le jeu, vous allez me dire? Eh bien c'était simple, il suffisait que le malandrin disposait d'un poste radio à double cassette ou d'une chaîne Hi-Fi à double cassette. Il introduisait le jeu qu'il avait l'intention de voler d'un côté, une cassette vierge de l'autre, mettre lecture sur ce côté-là et enregistrement de l'autre côté. Et la chaîne Hi-Fi transférait les données. C'était aussi simple que ça. Et en plus, ce procédé fonctionnait avec n'importe quel autre support cassette audio, comme les musiques par exemple. Bande de voleurs! Alors nous avons vu ensemble le début du piratage informatique. Mais il faut dire aussi qu'il arrivait parfois qu'un pirate un peu trop pressé efface son jeu original. Car en effet, si copier un jeu original sur une cassette vierge était simple, il pouvait aussi en être le cas inverse. Un pirate un peu trop pressé pouvait très simplement mettre lecture à la cassette vierge et enregistrer une cassette vierge sur une cassette originale. Il perdait ainsi son jeu original. Il ne pouvait donc pas revendre le fruit de son larcin aux petits copains dans les cours d'école. Et c'est tant mieux, car il faut le savoir, dans les années 80 jusqu'au milieu des années 90, les programmeurs de jeux vidéo étaient parfois seuls, enfermés de longues journées dans une cave ou dans un garage humide, à coder leur jeu. Et le fait que vous piquiez, vous voliez ce jeu original, leur faisait parfois mettre la clé sous la porte, et c'est terrible. C'est terrible. Et oui, citoyens, c'est terrible. Le piratage a donc poussé certains programmeurs de génie à mettre la clé sous la porte et cesser toute activité. Il faut dire aussi une chose importante, c'est que dans les années 80, le jeu vidéo n'était pas considéré comme un art à part entière. Bien souvent, les jeux vidéo n'étaient pas protégés par les droits d'auteur, comme c'est le cas maintenant, ou pour une musique ou un film. Ils avaient donc tout à gagner ou tout à y perdre. Bref, passons. Avec l'arrivée du support disquette, les programmeurs ont eu l'idée cette fois-ci de protéger leur jeu. Il y a divers systèmes. Le plus souvent, c'était un système de code, comme par exemple Space Crusade, où on va vous montrer à l'écran un mot, et vous disiez retrouver le mot numéro 5 du paragraphe 10 de la page 172. Ou le célèbre système à la Nicky Boom, qui était sorti sous tous les systèmes disquettes de l'époque. Vous pouvez jouer au niveau 1 librement. Arrivé au niveau 2, vous avez un sprite qui s'affiche avec un code. Vous regardez donc dans la notice et vous entrez le code correspondant. C'était simple. Mais il était également simple de faire une photocopie de cette notice et de la distribuer en même temps que les copies pirates. Faisant ainsi, vous outrepassiez donc deux lois. 1. Vous piratiez le jeu, et 2. Vous contourniez le système de protection, et vous encouriez des sanctions terribles. Terribles. Et je vous déconseille de le faire. Bref, arrivé avec le support CD, le piratage a peu à peu disparu, car en effet, à l'époque, un graveur CD était très cher, très onéreux, on ne pouvait donc pas faire de copies. Il faudra donc attendre la fin des années 90 avec l'arrivée donc de Half-Life 2, le grand retour des codes. Mais cette fois-ci, le système était terrible, très punitif,
car le jeu avait un système de code unique. Vous achetiez le jeu sur PC, vous entrez le code sur internet et vous pouvez jouer au jeu. Le problème, c'est que vous ne pouvez plus le vendre ni le prêter, car le code, une fois activé, ne pouvait plus être réactivé. Et vous étiez donc condamné à conserver le jeu, ou le détruire et en acheter un autre. Ce système de code qui protégeait donc le jeu du piratage sanctionnait également les honnêtes gens, et ça, c'est pas bon du tout. Bref, ce système a pratiquement disparu, il faudra attendre Minecraft pour revoir un système anti-protection, pas sous forme de code, mais par exemple vous téléchargez le jeu, vous pouvez jouer au jeu, mais vous ne pouviez presque rien utiliser, vous étiez donc condamné à ne rien faire dans le jeu. Comme plus tard dans Batman, où vous téléchargez le jeu, vous jouez au jeu, ça a l'air de bien fonctionner, mais sauf que vous ne pouvez pas utiliser tous les objets, et vous étiez donc condamné à ne pas pouvoir y jouer, et finir le jeu. Bref, ainsi se termine cette émission de The Barrister Files sur le piratage informatique. Pardon. J'espère avoir donc éveillé vos consciences et vos vertus, et vous encourage fortement à acheter les choses et non les télécharger, car n'oubliez pas, je suis toujours là à vous guetter. Il avait l'intention de voler d'un côté la cassette vierge de l'autre, il mettait lecture avec cette lecture là et enregistrement de l'autre, et puis c'était tout, ça marchait tout, ça... Pensez. Alors comment faisait le vil voleur? Voilà. Lorsque vous en mettez... Avec l'arrivée des ordinateurs à micro-cassette. Putain, micro-cassette. Micro-ordinateur, pas micro-cassette. Vers le milieu du XXe siècle. Cela me rassure, cela m'indique qu'il n'a pas cédé à la tentation. Et c'est tant mieux. En effet, le piratage a commencé vers l'arrivée des putains. Ouais, c'est pas bon, là, je m'embrouille. C'est pas bon du tout. C'est avec l'arrivée du CD-ROM plus particulièrement. Fuck. Cela veut dire qu'il n'a pas cédé à la tentation. En effet, le piratage a commencé fort longtemps. Fort Boyard. Putain, je m'embrouille là, c'est pas bon. Il mettait lecture dans le lecteur qui... Oh, putain. Ça se voit que j'en ai marre là ou pas? Ou pas encore là? Ça se voit là, non? Il n'a pas cédé à la tentation. En effet, le Oh, sans déconner. Avec FMG là, on s'est enquillé, hein. Sans rire au pifomètre, à peu près 30 vidéos à la filée. Y a pas un bug. Je mets ce costume, je pète un câble, j'y arrive pas. Vous y comprenez quelque chose, vous? Cette vierge de l'autre, il mettait lecteur sur la cassette à enregistrer. Et